philosophe nous parlait de la dette infinie. Il y aura une boum pour les enfants. On va diffuser un film de Michael Victor-Gotham sur justement l'histoire de l'Hacienda. Donc n'hésitez pas à garder le petit programme avec vous pour, j'espère, revenir souvent. Et pour cette première, on accueille Céline Kopp, critique d'art, commissaire d'exposition, et qui dirige actuellement un espace à la Friche de la Belle de Mai à Marseille qui s'appelle Triangle France, qui est un espace d'expérimentation et de résidence lié en soutien à la jeune création et à la jeune création internationale. Triangle étant une structure qui existe dans plusieurs pays, notamment à Londres, à New York et à Marseille. Et Céline, dans son parcours, a eu toute une partie de son parcours liée aux États-Unis et liée à Los Angeles et à Memphis. Mais voilà, je la laisse nous parler de cette histoire qui est une histoire de l'art, mais qui est aussi et avant tout une histoire de la musique. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'être présent. Tout d'abord, un grand merci à Bruno Penado et à Sandra Patron pour cette invitation qui me réjouit. Le titre de cette intervention, Art more or less, donc art plus ou moins, c'est un mot, un néologisme utilisé par un artiste chicano, c'est-à-dire un artiste américain, mais qui est d'origine mexicaine, qui s'appelle Gronk. Gronk vit à Los Angeles et il a fait partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle ASCO. ASCO, ça veut dire nausée en espagnol. C'est un groupe qui a été actif de 1972 jusqu'au milieu des années 80. Donc j'ai choisi de reprendre cette expression qui a été très très commentée dans un essai de la très brillante historienne d'art Amelia Jones, car aujourd'hui je vais vous parler assez peu d'art plastique finalement. Je vais vous parler surtout de vie, de lutte et d'espace public. Un espace public qui est contesté. Et je vais vous parler d'une forme d'engagement qui transcende les médias, qui rend les frontières poreuses, et surtout d'un rêve de liberté. ASCO, on va le survoler. Il est au cœur du contexte politique que je vais vous exposer. Et c'est un art qui a su créer quelque chose de non-binaire. C'est une approche de la culture à la fois affirmative et critique. Je me concentrerai juste sur quelques images qui vont relever des arts plastiques. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui sur cette scène de l'Hacienda, qui elle aussi a été une utopie collective, c'est de l'histoire et du destin d'un label de disques dont la trajectoire s'inscrit dans une parallèle enchantée, dramatique, avec la lutte des droits civiques des Noirs américains. Donc pour rendre justice à cette expression, je vais vous décrire les quelques lignes dont elles sont issues. Ça date de 1976, et lorsque Gronk prononce ce mot, il parle en réalité d'œuvres qui s'appellent les no-movies, qui sont tout à fait iconiques de leur pratique. Il les décrit en ces termes. C'est l'art versus la politique, le travail versus la vie, le réel versus la bobine de film, un concert de mépris, de l'art plus ou moins. En termes de remerciements, je dois également citer Robert Gordon, qui vit à Memphis et qui est un très très brillant historien de la musique. Il a fait le travail assez insensé de recherche et de compilation de beaucoup d'images que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est des images qui ont été uniquement montrées une fois à la BBC il y a quelques années, et j'ai eu la chance d'en récupérer quelques-unes pour pouvoir les partager. Je vous conseille également son dernier livre qu'il a publié en 2015 qui s'appelle Respect Yourself et qui retrace donc l'histoire du label que je vais évoquer aujourd'hui. Puisque nous démarrons à Manchester, on y est donc, en 1964. On est aux environs de la ville, il pleut à verse. On est dans une gare désaffectée. Et là, une femme, une noire américaine avec une guitare électrique, arrive et elle va être vue par des millions de personnes
pour la toute première fois à la télé anglaise sur la BBC. Elle s'appelle Sister Rosetta Tharpe. Alors soyons clairs, cette femme, on l'appelle la grand-mère du rock'n'roll, c'est elle qui la toute première fois a mis une guitare électrique sur du gospel. Sans elle, vous n'avez pas Chuck Berry, vous n'avez pas Elvis Presley, vous n'avez pas Johnny Cash. Donc je vous propose, depuis la scène de l'Hacienda à Manchester, de revenir en arrière et de nous déplacer par-dessus le Mississippi vers Memphis. Nous allons donc parler de soul. J'y reviendrai, mais lorsque je parle de soul, c'est important de le dire, je ne parle pas de la musique de Motown. Motown est un phénomène contemporain qui s'adresse à un public de la pop, un public blanc, qui s'inscrit dans un processus d'industrialisation. Ce à quoi je vais faire référence aujourd'hui, c'est une musique nettement moins maîtrisée, qui trouve ses racines dans le gospel, on vient de le voir, et qui est puissamment émotionnelle. Elle se développe dans la foulée de Ray Charles, soit environ à partir de 1954, et elle va atteindre sa vitesse de croisière au début des années 60. Pendant longtemps, son public a été exclusivement noir, composé de gens élevés dans l'ambiance émotionnelle de l'église, des immibantes, et aussi d'un petit groupe de blancs qui avaient entendu le rhythm and blues, parce qu'à l'époque on ne parle pas de soul, ça s'appelle le rhythm and blues, et on l'entend parfois à la radio. Je vais donc vous parler d'un label qui s'appelle Stax. Il débute vraiment activement en 1960. Et c'est un label qui arrive quasiment par accident. Cette musique, c'est le fruit de la ségrégation. Un mélange de gospel sécularisé et de blues impie qui traite essentiellement d'amour, de ses aléas. La plupart des chansons, comme celle que vous entendez, reprend la forme traditionnelle de la ballade et certaines techniques du blues, comme par exemple la question, la réponse, l'argot, le ton plaintif. Et surtout, c'est une expérience partagée. Un partage avec l'éditeur, une expérience commune, quasi religieuse.
Memphis, à l'époque, c'est un endroit où les gens viennent pour réaliser leurs rêves. C'est l'endroit où les voies isolées du delta du Mississippi se multiplient et peuvent atteindre un volume de masse pour devenir une force publique et économique. C'est une intersection. Intersection, c'est important. C'est une intersection entre les routes de terre, de gravier, les rails des trains, comme on le voit, ces trains qui vont vers le nord, et également les rivières, comme le Mississippi, qui descendent au sud. Le préjudice des plantations y est encore tangible aujourd'hui. C'est un endroit où le racisme officiel, en tant que projet civique, a été plus que réalisé avec zèle. Des meurtres, des viols, des abus physiques et économiques. Cette oppression a trouvé une réponse dans l'art. Le blues est venu du Mississippi. Il était un cri pour la justice et la liberté. La musique créée par Stax a été un refuge accidentel qui a grandi et donné de l'espoir. Il a accompagné une prise de conscience, une conscience de soi, et je vous propose donc de vous raconter la bande-son d'une libération et de vous en narrer les sommets et les abysses. Voilà donc deux personnes, Jim Stewart et Estelle Axton. Jim était banquier la journée, le soir il jouait du violon. Un loisir. Estelle était enseignante, elle avait un adolescent, un fils qui aimait la musique. En 1960, il décide de créer un label, il décide de commencer à enregistrer, c'est ce qu'on faisait vers Memphis. Estelle hypothèque sa maison, rassemble $2 500 et il loue un vieux théâtre dans un quartier noir de Memphis. Ils achètent des instruments, ils achètent du matériel d'enregistrement et ils débutent. Au début, ils pensent essentiellement enregistrer de la country, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Et ça devient Stax. Stax, c'est donc Stewart et Axton. Alors évidemment, à ce moment-là, débarquer dans un quartier noir, ça veut dire que les gens viennent. Les gens viennent assez rapidement, tapent à la porte, se posent la question de ce qui se passe. Et il y a donc toute la jeunesse du quartier. Une jeunesse, mais également un groupe de musiciens existants, plus âgés. Ils frappent tous à la porte, dont Rufus Thomas et sa fille, Carla. C'est le premier hit. Rufus était DJ à la radio. Alors la country c'est bien, mais finalement, pourquoi pas? La beauté de tout ça, c'est l'ouverture d'esprit. Estelle ouvre la porte, ils écoutent, ils apprennent. Et ils laissent tous ces jeunes gens s'imprégner de l'espace. Des jeunes gens comme par exemple Booker T. Jones. Lui, il a 14 ans, 15 ans. Il arrive, c'est lui que vous entendez sur cette chanson-là. C'est lui qui joue du saxophone. Il joue également du piano. Et il va devenir une des personnes les plus importantes de ce label. Ça, c'est Rufus Thomas. I thought nothing about white folks. I think that all white folks are the same. I'm trying to get my talent out there, and they were the ones who could give me that chance to expose my talent. Alors là, je m'arrête une seconde sur Estelle Axton, parce que je pense qu'il faut vraiment honorer sa mémoire. C'est quelqu'un qui est resté toute sa vie dans l'ombre de son frère, Jim Stewart, mais c'est vraiment elle. Quand on lit les témoignages des musiciens, c'est elle qui ouvrait la porte, c'est elle qui écoutait, c'est elle qui achetait des disques, qui les faisait écouter aux gamins du coin. Parce qu'il faut imaginer aussi qu'à l'époque, il fallait conduire plus de 30 minutes pour aller dans une banlieue, dans un supermarché, pour trouver des disques, et en gros, c'était que de la country. Donc elle a permis également à tout ça de se réaliser. Ce que vous voyez sur ces images, ça paraît assez anodin, mais ça ne l'est pas. Vous avez des blancs et des noirs ensemble. Memphis, à l'époque, c'est une ville qui subit la ségrégation.
Et à Stax, il n'y a pas de couleur. Alors, je suis allée trop lentement. Donc le titre juste avant, c'était The Marquise. Les Marquise, c'est un des premiers groupes qui va produire un disque à Stax. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que les enfants blancs, les jeunes, les teenagers, ils n'ont jamais entendu de rhythm and blues, sauf à la radio, parce que finalement la radio, c'est beaucoup plus difficile de séparer la couleur blanche et la couleur noire. Et pour ces jeunes à l'époque, c'est une espèce de révolution musicale. Le jeune que vous voyez sur la photo, c'est Paki Axton, c'est le fils d'Estelle. Il est au lycée et il vient de prendre 3 mois de leçons de saxophone. Il a entendu que certains autres, dans son lycée, font de la musique. Il va les voir. Il veut participer au groupe. Lui, c'est Steve Cropper. Il joue de la guitare. Et donc Paki Axton. Tous ensemble, ils se mettent à jouer, ils débutent, et assez un petit peu connus. Ils s'appellent les Marquise. Et évidemment, le truc, c'est que comme Paki Axton, son oncle Jim, vient d'acheter du matériel d'enregistrement, eh bien, ils peuvent aller jouer avec. Ils se mettent donc à enregistrer. On a Paki, Don Nix, Doug Dunn, Steve Cropper. Première fois qu'ils rentrent dans un studio d'enregistrement, ils enregistrent ça. On est en 1960. Personne ne veut sortir ce disque. Estelle, probablement parce que son fils est dedans, elle pousse le truc. En 3 semaines, cette chanson est numéro 1. À ce moment-là, à New York, à Atlantic Records, Jerry Wexler, Jerry Wexler, qui dirige Atlantic Records, a entendu la chanson que vous avez écoutée avant, donc de Rufus et Carla Thomas, et ça l'intéresse. Il propose donc à Jim Stewart un contrat de distribution. Alors Memphis, à l'époque, c'est ça. C'est un endroit où, depuis New York, concrètement, on pense que ça n'existe plus. Les gens vivent dans le passé. Ça, c'est le festival du coton, la royauté locale. Et Estelle, à côté du cinéma, à côté des studios, elle monte un magasin de disques. Elle met les écouteurs à l'extérieur, dans la rue, pour que les enfants, pour que les gens du quartier entendent la musique. Elle ouvre la porte, elle partage autant qu'elle apprend. But I came to Memphis, everything in Memphis was segregated. There was not one thing integrated. Nothing. From the cradle to the grave was segregated in Memphis, Tennessee, 1959 when I moved here. And I never really understood why the graveyards had to be segregated, because dead people get along well. They don't bother nobody. I found my solace, if you will, when we could go inside of Stax and, and those doors closed and not be a part of that. Booker T and the MG, c'est 2 musiciens qui proviennent du groupe que j'ai évoqué avant, les Marquise, et 2 musiciens du quartier. Ils se mettent à jouer ensemble et deviennent une des formations les plus importantes de la soul, Booker T and the MGs. Donc on a Al Jackson, qui est noir, qui est batteur, Booker T, que je vous ai présenté avant, Steve Cropper, à la guitare, que vous avez à droite, et donc Jim Stewart aux commandes. Concrètement, il ne sait pas non plus ce qu'il fait. 62, cette chanson Green Onions.
morceau électrique, construit sur une base de blues, devient à nouveau numéro 1 des charts R&B et 3e au chart pop. Donald Duck Dunn, lui, quand il a enregistré cette chanson, c'était la première fois qu'il rentrait dans un studio d'enregistrement. L'idée, c'est que tous ces gens, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble, ils se retrouvent à Stax, ils passent leur journée, ils deviennent une famille. En 1962, c'est donc l'année de Green Onions. Un groupe de Géorgie débarque au studio. C'est Johnny Jacob and the Pine Topper. Ils passent la journée à enregistrer. Ils sont accompagnés d'un jeune type qui en fait est simplement le chauffeur. Donc il sort tous les instruments, etc. Puis il attend toute la journée. Et toute la journée, il dit à Al Jackson, donc le batteur du groupe d'avant, que il aimerait bien qu'on l'écoute. Et c'est ça la politique de Stax. C'est cette politique de porte ouverte qui est assez exceptionnelle. Tout le monde a le droit d'être écouté. Donc à la fin de la journée, tout le monde est épuisé. Et finalement, il le laisse chanter. Et cette personne, c'est Otis Redding. C'est ça qui leur chante. Tout le monde s'arrête de bosser. Les secrétaires quittent les bureaux. Elles arrivent, on l'écoute. À la fin de la journée, Stax avait gagné un musicien supplémentaire et celui qui finalement deviendra la tête d'affiche de Stax pendant ce début des années 60. Il va donner une énergie incroyable à Stax. Arriver aux sessions d'enregistrement avec des chansons entières, planifiées, donner de l'énergie à tout le monde. Tous les musiciens précités sont là aussi, c'est eux qui produisent les disques. Pendant ce temps-là, évidemment, 6 days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. More than 100 square blocks were decimated by fire and looters, and few buildings were left intact. Firemen were harassed by snipers and brick-throwing hoodlums as they attempted ça c'est donc des images d'archives qui datent de 1965 de la télévision américaine qui montrent les scènes d'après la dévastation suite aux émeutes du quartier noir de Los Angeles qui s'appelle Watts. On est en 1965. Firemen were later issued flak suits of bulletproof mesh to protect them from snipers who continued to shoot from rooftops. Nearly 3,000 were arrested, and authorities had to open abandoned jails to house those netted by the police. It took the appearance of 14,000 troops to bring an end to what both Negro and white leaders called insurrection by hoodlums. Civil rights leaders were quick to deplore the unbridled lawlessness, and Martin Luther King vowed to do all in his power to prevent a recurrence in Los Angeles or anywhere. C'est dans ce contexte, en 1965, que Otis Redding, dont je viens de vous parler, écrit une chanson que vous connaissez tous, qui s'appelle Respect. A curfew was put into effect, and the entire section declared off limits to all but residents. The people who live here are suffering great hardship, with no grocery, drug, or other service stores able to operate.
A special task force of 1,000 policemen stays on the alert as the thousands of guardsmen patrol an area of 35 square miles. The outbreak spread to other Southern California cities, but were quickly quelled. In Los Angeles, authorities say they are now ready to move with dispatch if lawlessness breaks out anew. The riots in Los Angeles have written a sorrowful page in American history. C'est donc évidemment une époque où ce climat-là est présent dans le pays entier. Alors cette chanson, elle parle d'amour, elle parle de respect dans le cadre des relations amoureuses. Mais évidemment, tout le monde sait qu'Otis Redding parle de la vie. Je vais maintenant vous parler d'Al Bell. Al Bell, c'est quelqu'un qui va devenir un des directeurs de Stax. C'est une personne clé du label. Il a grandi pendant la ségrégation, évidemment. Il raconte à l'époque qu'il nettoyait des merdes de chiens chez un homme blanc qui élevait des bulldogs. Et à ce moment-là, le type lui dit que tout ce que les nègres savent faire, mis à part ça, visiblement, c'est de danser et de chanter. À ce moment-là, il se dit très bien, mais je vais devenir quelqu'un en faisant ça. Donc après le lycée à Little Rock, il suit les Southern Christian Leadership Workshop de Martin Luther King. Et puis sa vision, à lui, de la libération, elle est économique. Et ça va être très très important pour les suites du label. D'abord, il part sur la côte Est et il devient DJ. Un DJ avec du succès. Tout ça avant de retourner à Memphis, où il pousse les portes de Stax. Et à ce moment-là, il le dit, c'est un choc pour lui. C'est un choc parce qu'il voit Booker T and the MGs, ces quatre types qui jouent ensemble. Et c'est vraiment quelque chose, il faut insister là-dessus, qui est absolument exceptionnel à l'époque. Donc il pousse la porte de Stax, il vient pour un emploi. Parce que finalement, Jim Stewart, c'est un banquier, il ne connaît rien en musique. Et surtout en business. Et à ce moment-là, tout simplement, le premier jour de travail, ils sont assis au même bureau. Et ce premier coup de fil que Al Bell va passer, là, l'un à côté de l'autre, il le passe, il raccroche, et Jim Stewart reprend le combiné derrière, sans le nettoyer. Des gestes simples comme ça. À l'époque, ça n'existe pas. Et Al Bell, vous le voyez, il porte la barbe. C'est-à-dire que dès le début, il porte cette fierté noire. Alors son truc à Al Bell, c'est le thermomètre. Je vous ai parlé de cette vision de libération par l'économie. Il arrive à Stax et il crée un graphique, un thermomètre. L'idée, c'est que chaque semaine,
tous les week-ends, quand il récupère les chiffres de la vente, il colorie un petit peu pour faire monter la couleur. Monter la couleur vers un endroit qu'il appelle explosion, l'explosion. L'explosion vers le paradis. Et ce paradis-là, c'est $1 million. Donc tous les lundis, tous les musiciens arrivent et regardent la couleur monter. Alors je vous l'ai dit, dans ce quartier, finalement la richesse et la chance de cet accident, c'est ce quartier. Dans les rues, vous avez également un jeune qui s'appelle Isaac Hayes et un autre qui s'appelle David Porter. Donc ces deux-là, ils chantent pas au début. Ces deux-là, ça va être le duo qui va être responsable de la plupart des chansons qui, à ce moment-là, constituent cette musique soul. Donc Isaac Hayes, il était orphelin, il vivait chez sa grand-mère, il dormait parfois dans sa voiture. Et David Porter, il était coursier pour de l'alimentation. Une alimentation qui était juste en face de Stax. Et il vendait aussi des assurances-vie. Et en fait, c'est en vendant une assurance-vie, en essayant de la vendre à Isaac Hayes qu'il l'a rencontré. Donc ce quartier, c'est ça l'accident, c'est ça le hasard. Alors, Isaac Hayes et David Porter vont écrire la plupart des chansons qui par la suite vont constituer les succès de Stax. Notamment, les deux personnes que vous voyez à gauche, c'est le groupe Sam & Dave. Vous avez au milieu Al Bell. Jerry Wexler, j'en ai parlé, Atlantic Records, à New York, signe Sam & Dave. Mais ils ne trouvent pas leur son. Donc la seule idée que Jerry Wexler trouve, c'est de les envoyer à Stax. Parce qu'ils ont besoin de se trouver. Ils ont besoin de cette famille-là. Ils ont besoin de ce qui s'y passe et il a le sentiment que ça va marcher. Ils arrivent. Isaac Hayes et David Porter écrivent une chanson. Gauche. Et cette chanson, c'est ça. Il se trouve. Alors je dois quand même si j'ai dit que j'allais pas en parler, dire un mot sur Motown, pour vraiment insister sur cette différence. J'ai évoqué la politique de porte ouverte de Stax. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à Motown. Motown est vraiment un son qui est industrialisé, qui est créé, qui est articulé et polissé pour une audience blanche, pour une audience pop. On n'a pas du tout toutes les émotions non maîtrisées, crues, cette sorte de choses qui sortent du fin fond du ventre qu'on trouve à Stax. Et alors le truc, c'est que vous voyez Hitsville. Donc il y a comme ça ce truc très marketing. But Stax and me had that funky stuff. That big bass thing that come out at you, reach out and grab you. That was the difference between Stax and Motown. Motown had the sweet, Stax had the funk. For Otis Redding to get a shot at Motown, no. Alors Hitsville, quelque part, Al Bell, qui était obsédé donc par la réussite économique, il y a du... Vous voyez, il y a du... 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 Il y
il fallait trouver quelque chose. Soulville. C'est comme ça que Stax devient Soulville, la ville de la soul aux États-Unis. Alors Memphis, on s'imagine que les choses sont peut-être naturelles à Stax. Des blancs, des noirs qui jouent de la musique ensemble. Mais ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est qu'en 1970, par exemple, alors que depuis plusieurs années, les juges condamnaient la ville à intégrer, la ville, dans un endroit où le sud des États-Unis, il fait 45 degrés l'été, on peut à peine respirer, préférait fermer les piscines municipales plutôt que de respecter la loi. C'est important pour comprendre à quel point l'hôtel Lorraine a été un lieu très important pour les musiciens Stax. Le motel Lorraine, c'est un motel noir, donc, puisque c'est la ségrégation. Et cet hôtel a une piscine. Et c'est l'endroit où les musiciens se retrouvent. Donc ils vont dans cette piscine la journée, ils écrivent les chansons la nuit, ça c'est Carla Thomas. Ils mangent du poulet frit, ils sont ensemble. C'est un de ces endroits où, au bout du compte, on y allait et il y avait toujours du monde. Un des musiciens d'ailleurs raconte que très souvent il se retrouvait avec la suite nuptiale parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et que c'était un des endroits où ils écrivaient les chansons. Alors Eddie Floyd, qui est un des musiciens Stax, raconte qu'une nuit d'orage, parce qu'il y a des tempêtes absolument terribles dans ces régions des États-Unis, en entendant le tonnerre et les éclairs, ben, il a écrit cette chanson. Parce que le refrain, c'est ça, c'est tonnerre, éclair, touchons du bois. Ne soyons pas effrayés. Alors pendant qu'on se battait pour l'intégration dans les rues de Memphis, la question raciale pour Stax, je reprends les mots d'un musicien, il dit finalement c'était simplement ce qu'on faisait quand on allait à la banque, parce que dans leur quotidien ça n'existait pas. Et ce qu'il faut réaliser finalement des années après, c'est qu'à l'époque Martin Luther King prêchait et qu'en fait à Stax se réalisait déjà de manière complètement naturelle le cœur des choses, en fait, ce que Martin Luther King précisément prêchait, c'est-à-dire juger une personne par son caractère plutôt que par sa couleur. Alors le mot soul, j'en ai parlé puisque jusqu'à présent on parlait de rhythm and blues. En 1967, en juillet, il y a des émeutes à Détroit. Et Isaac Hayes regarde la télé et il voit dans le reportage que les maisons qui n'ont pas été détruites étaient taguées avec ce mot soul. Et donc il se dit, il fait une espèce de comparaison avec l'épisode de Pessa dans l'Ancien Testament. Il se dit c'est ça, conduire un peuple vers la libération. C'est ça cette idée, soul, soul. Et donc, il appelle Dave Porter et ils écrivent, pour Sam and Dave, Soulman. Soul devient donc la question de la fierté noire, dans un environnement où les choses deviennent de plus en plus tendues. L'idée, c'est peu importe la difficulté, cette chanson, il faut continuer à bouger.
sommet. On est en 1967, la société est en train de changer dans la douleur et dans le conflit. Et Stax, avec Otis Redding et avec tous les musiciens que j'ai évoqués, part en Europe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces musiciens, même les quelques personnes blanches qu'on vient de voir, c'est des gens sans éducation qui venaient de familles de fermiers. Ils n'étaient jamais sortis même de leur ville. Et donc, l'Europe. Et ça c'est un voyage qui va tout changer. Il y aura un avant et un après. Pourquoi ? Parce que justement, jusqu'à présent, ils faisaient de la musique ensemble, dans un oasis, dans l'oasis du studio. Et finalement, là, ils découvrent le monde, et surtout un monde où ils vont dans des hôtels, les portiers sont blancs, on leur ouvre la porte, on leur dit bonjour. Et surtout, on les traite comme des stars. Et cette conscience de soi, l'image d'eux-mêmes, à travers le regard du public européen, dont ils n'avaient aucune idée. Aucune idée que ce qu'ils fabriquaient, aucune idée que la musique qu'ils étaient en train d'écrire avait ce type d'audience. Même pour les musiciens blancs, c'est quelque chose d'important, qui modifie complètement leur perception d'eux-mêmes. Donc cette tournée, c'est d'ailleurs celle-ci dont on a la plupart des images, parce que tous les concerts aux États-Unis, à Memphis, c'était quelque chose de quasi impossible, donc de peu filmable. Des blancs et des noirs ensemble sur scène. Dave chauffait la salle et généralement ça finissait par Otis Redding dans un espèce de climax de transe quasi religieuse. On est nouveau en Angleterre. Alors le dernier concert de cette tournée, c'est en Californie, au Festival Monterey. Là, c'est vraiment le moment du sommet.
Pourquoi? Parce que c'est un festival où il y a 50 000 personnes. Et ces quelques musiciens qui sortaient de Memphis pour la première fois voient une foule telle qu'ils n'en avaient jamais vue avant. Et pour Otis Redding, 67, ça a été une année de météorite. Et à ce moment-là, il arrive à atteindre une reconnaissance nationale. Donc le public, évidemment, né en 67, c'est la jeunesse, les hippies. Et ce qui est assez rigolo aussi, quand on lit les témoignages de ces musiciens, c'est à quel point ils n'étaient jamais sortis de chez eux. C'est-à-dire que pour eux, découvrir aussi cette jeunesse blanche déjà, tous ces blancs réunis aussi pour eux, avec des fleurs dans les cheveux, en basket, ils ont eu un peu l'impression d'être comme des pingouins dans leur costume en soie. Et finalement, cette idée de l'amour, This is the love crowd, right? c'est We all love each other, don't we? ce qu'ils ont envie de partager. Let me hear you say yeah! All right. I've been loving you too long. Ils ont 27 ans. To stop now. And I don't want to stop now. Oh. Can you do that one more time? Just like that. Do it just one more time. Alors après ça, Otis part pour un tournée juste un week-end avec les Marquises, dans son nouvel avion personnel, puisqu'enfin, ils arrivent tous à gagner leur vie avec leur musique. Et là, l'avion crash. Donc l'avion finit dans un lac du Wisconsin. Au moment du sommet. Au moment où enfin les choses allaient bien. Et évidemment, c'est le cœur de Stax, Alors la semaine suivante, une autre chose se passe. Donc la personne de gauche, j'ai déjà évoqué, c'est Jerry Wexler. Vous avez Gene Stewart juste à côté. Jerry Wexler, c'est la personne qui dirige Atlantic Records. Stax apprend qu'en fait, ce fameux accord de distribution signé tout au début de l'aventure de Stax, il y a une petite ligne cachée quelque part, et puis bon, Jim était banquier, pour lui une poignée de main suffisait, donc en fait il n'avait pas lu. Et ce que ça voulait dire, c'est que Atlantic possède tout, c'est-à-dire toutes ces années, tout ce qui venait de se passer. Stax est un label qui n'a aucun catalogue de disques. Tous les titres, tous les succès, absolument tout, appartient sur le papier à Atlantic Records. Sam and Dave, qui avaient donc été envoyés d'Atlantic à Memphis pour enregistrer, en fait ils étaient simplement loués à Memphis pour qu'ils leur écrivent les chansons. Et Stax se retrouve donc sans rien. Et eux finalement ils perdent leur famille, ils retournent à New York et leur carrière est plus ou moins finie à partir de ce moment-là. Donc Stax vient de perdre le musicien qui était le chef de file, qui donnait cette énergie incroyable partagée par les autres. Cette espèce de groupe est complètement idéal et formidable et blessé. Et il se retrouve sans rien, sans musique, sans titre, sans argent. Et là, on est en 1968. Alors évidemment, 68 à Memphis, c'est extrêmement compliqué. En 68, vous avez la grève des éboueurs. C'est-à-dire que ces gens, à un certain moment donné, décident de descendre dans la rue pour demander qu'on reconnaisse
tout simplement leur humanité et leur droit fondamental à être payés pour leur travail. Donc les gens marchent dans la rue. Et la ville de Memphis ne reconnaît pas du tout ce droit. We have an illegal strike here, but this city, like most cities, is caught in a product of the times caused by what's happening countrywide. Donc les éboueurs, vous avez une référence à Watts, aux émeutes que je vous ai montrées précédemment. Les éboueurs se tournent vers Martin Luther King. Il vient à Memphis. Il vient pour marcher avec eux. Break their backs day after day for peanuts instead of wages. C'est des images assez célèbres, avec ces fameuses pancartes qui disent tout simplement « Je suis un homme, je suis une personne ». But you are reminding the nation that it is a crime for people to live in this rich nation and receive starvation wages. Donc Martin Luther King, quand il est à Memphis, lui, il dort à l'hôtel Lorraine, puisque c'est un hôtel où les Noirs peuvent aller dormir. I got 5 steps. Kapow! The shot rang out. I looked back and saw he had been knocked from the railing back onto the balcony. I rushed to his side. There was a gaping hole in the right side of his face. Donc là, en fait, ce qu'il explique, je l'ai vu plusieurs fois, c'est qu'il se trouve à 5 pas à côté de Martin Luther King. Ils sont sur le balcon, après cette journée, dans ce moment de tension. Et il entend la détonation. Martin Luther King tombe par terre, et là, il voit ce trou et cette hémorragie. Donc, l'histoire, ce que lui raconte, c'est qu'il essaye d'appeler les secours, et la standardiste, en fait, fait une crise cardiaque. La police finit par arriver, et c'est à ce moment-là où cette photo extrêmement célèbre est prise, parce que ce qu'il dit, c'est là-bas, c'est en face. Le tireur est là-bas. Et vous avez donc Martin Luther King par terre. On est en avril 1968. Et là, évidemment, tout va changer. Tout. The whole complexion of everything changed. Il dit tout va changer. It had to. Et ça devait changer. Alors je vais revenir à Albel. Tout va changer, tout doit changer. À ce moment-là, tout le monde pense que Stax, c'est mort. Déjà, il n'y a plus Otis Redding, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de catalogue, il n'y a plus d'argent. Et l'assassinat de Martin Luther King à, mettons, 500 mètres de ce quartier noir, dans l'endroit où tous les musiciens vont pour passer leurs heures de loisirs, pour dormir, pour manger, pour se baigner. Évidemment, c'est absolument pas possible. Donc, tout ferme. Et lui décide que non. Il décide que finalement, c'est le moment de penser très activement et d'organiser la résurrection de Stax. Donc, de ce moment-là à 1972, tout va changer et tout va être une entreprise politique, quasiment même plus que musicale. Alors sa vision, on l'a dit, c'est une libération par l'économie. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il invente le logo qui fait ça. Et ce qu'il va chercher, Albel, c'est à réaliser l'impossible, c'est cette reconstruction entière de la compagnie. Et il va chercher ce qui pourrait se rapprocher de Motown, tout en gardant cette idée de choses très crues.
mais d'arriver à trouver le petit quelque chose qui ferait la différence d'un point de vue purement économique. Et ce truc-là, c'est le sexe. Johnny Taylor, cette chanson, Who's Making Love, cette chanson, elle va vendre plus de disques qu'aucun des titres de Stax jusqu'à présent. Alors Albel, vous sentez là que le son change. Il va engager de nouvelles personnes pour écrire les chansons, ramener de nouveaux musiciens et surtout ramener du cash. C'est ce qu'il appelle la fameuse explosion. L'idée, c'est donc le $1 million. Donc son idée c'est quoi? C'est un projet qu'il écrit. Il l'écrit sur une feuille, sur ce bureau. L'idée, c'est d'écrire très rapidement, d'enregistrer et de commercialiser 28 albums. L'idée d'organiser une conférence de presse et de tout lancer avec une espèce d'affirmation que Stax est vivante, Stax est de nouveau là et que c'est une compagnie du feu de Dieu. Donc ils reconstruisent la totalité du catalogue avec donc cette idée d'explosion et d'un envahissement du marché par Stax. Et un album fonctionne plus que les autres, c'est celui d'Isaac Hayes, Hot Butter Soul. Donc Isaac Hayes, jusqu'à présent, je vous l'ai dit, en fait, il écrivait les chansons. À aucun moment, Jim Stewart ne l'avait laissé être la tête d'affiche, porter ses propres projets, chanter. Mais Albel, ce qu'il voit, c'est cette tête rasée. Et il se dit, à ce moment-là, c'est quelque chose que je peux utiliser pour faire du marketing. Alors, la réalité dans la rue, elle est extrêmement dure. On reste tout de même à Memphis, on reste tout de même à 500 mètres du lieu de l'assassinat de Martin Luther King, et évidemment, l'après est lié à des violences et des tensions raciales qui sont très extrêmes. Et donc Stax, en tant que lieu de mélange blanc-noir, est attaqué. À plusieurs reprises, des gens rentrent dans le studio, posent des pistolets sur le bureau de Jim Stewart, lui disent qu'ils vont le tuer si dans 48 heures, il ne leur donne pas $50 000. Donc les musiciens à l'intérieur du studio et dans la rue sont harcelés, sont menacés de kidnapping, sont menacés d'une manière générale. Donc à un moment donné, Albel dit à Duckton, écoute, tu vas en Arkansas, tu vas acheter des flingues, on les ramène. Et maintenant, on va se battre. Donc ils achètent des armes, ils construisent, vous le voyez, des barricades tout autour de l'atelier, tout autour du cinéma, pardon, et constituent une sécurité. Donc vous avez des ressources humaines en sécurité. Alors les choses deviennent tellement complexes que Jim Stewart va même aller voir le FBI en demandant de l'aide. Et évidemment, rien ne se passe. Donc c'est là que Albel embauche 2 personnes, Johnny Baylor et Dino Woodward. Ils viennent de Harlem, c'est des tueurs. Donc eux, ils viennent résoudre un problème. Mais en fait, ils deviennent le problème. Ils deviennent le problème parce que c'est des gens violents qui finissent même par harceler les musiciens. Et ils créent une situation de leadership en devenant la garde personnelle d'Isaac Hayes. David Porter se fait évincer. Et au sein de Stax, la politique devient très très importante. Au point où Estelle est forcée de vendre ses parts et de partir.
Donc là, évidemment, pour les musiciens de l'origine, c'est un moment extrêmement dur, parce qu'elle, c'était le cœur du lien avec la jeunesse du quartier, c'était le cœur de ce magasin de disques, mais que de toute façon, elle avait déjà dû fermer. Depuis la prise de pouvoir de Al Bell au sein de l'entreprise, elle a été complètement mise de côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on voit finalement avec le recul aussi, c'est que cette lutte, elle ne concerne pas vraiment les femmes non plus. Là, les paroles, c'est tout recommencer, c'est très dur. Et on va y arriver. In terms of advertising, promotion, marketing, and research, we're researching black because that's where our product is directed, and we're supported black. Starting all over again is gonna be slow. We both know that we can. Donc Al Bell a dit à Jim Stewart, c'est toi ou ta sœur. Sa sœur est partie. Et finalement, le projet, ça devient Al Bell et Isaac Hayes. Et le projet devient extrêmement politique, comme je l'ai dit. Al Bell, il était investi par l'idée de servir la communauté, l'idée du projet et d'une vision nouvelle de la compagnie, qui devait être complètement investie dans la lutte des droits civiques. Et c'est le moment aussi du Black Power. Donc vous avez la compagnie Stax et sa politique, elle a vraiment une trajectoire complètement parallèle à ça, dans le sens des avancées du mouvement, des tensions du mouvement, des reculs de ce mouvement-là et des différences de vision. Now you're talking about you're dissatisfied with the way government is run. You're complaining about unemployment, equal employment, housing. Only you can do something about it. Alors, à Memphis, Stax devient extrêmement impliqué. C'est-à-dire qu'ils organisent Black Nights à Memphis, ils organisent le Angela Davis Defense Fund, donc pour le soutien à Angela Davis, le Rainbow Push Coalition. Et tout ça, c'est la vision d'Al Bell, c'est-à-dire qu'on a la création d'une renaissance économique noire. Donc le Black Power économique, il est appliqué à Stax et à la politique de la compagnie. Donc à ce moment-là, Al Bell il mise tout sur un autre groupe, un groupe qui s'appelle les Staple Singers. On est sur un retour de gospel, de la musique d'église, ce son qui est vraiment le son de la rue. Et donc avec les Staple Singers, il va y avoir cet album-là. Donc là, à Memphis, quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'on est dans le moment où Stax grossit. Al Bell fait revenir des employés, même de Motown, qui déménagent à Memphis parce qu'ils ont besoin de gens qui connaissent l'industrie du disque. Et les activités se diversifient. Et à cette date-là, en gros, Stax devient une puissance économique plus importante que le coton à Memphis. Ils se mettent donc à faire du cinéma. Des films noirs, avec des acteurs noirs, avec des compositeurs noirs. Voilà, donc Shaft. Évidemment, qui écrit la musique? C'est Isaac Hayes. Et c'est donc le premier noir américain qui va obtenir un Oscar pour la bande-son. Il va à la cérémonie avec sa grand-mère. Award which I accepted last night. The first time in the history of the Academy, black musician.
has been honored, receiving an Oscar. Donc Isaac Hayes devient une star, il devient le Messie, il devient... Vous vous rappelez cette idée que j'ai évoquée sur la question du mot soul, de Pessa et donc du peuple guidé vers sa libération? Et bien, il a l'intelligence de comprendre ça, et c'est ça qui vend. Cet album, Black Moses, donc le Moïse noir, regardez-le. Si vous pensez à 2008 et à la campagne d'Obama, c'était exactement la même chose. Là, on est en 1972. Je vous remontre des images de Watts à Los Angeles. Concrètement, même 7 ans après, c'est encore fumant. Et là, la chose insensée, ambitieuse, audacieuse que Al Bell, Isaac Hayes et l'équipe de Stax décident de faire, c'est d'organiser un festival à Los Angeles, à Watts. Ils louent un stade et ils organisent un festival donc, qui s'appelle pour le Peace and Justice, donc pour la paix et la justice. C'est un festival gratuit. Non, pas gratuit, pardon, $1, c'est $1 l'entrée. Donc l'idée, c'est de redonner que ce petit label du fin fond de Memphis, Tennessee, vient à Los Angeles, une des plus grandes villes des États-Unis, dans ce quartier encore fumant, pour redonner quelque chose, redonner de l'espoir et donner un message à tous ses habitants. Et là, ils y arrivent. 100 000 personnes, 1/5 de la totalité de la population de Los Angeles, noire, la population noire de Los Angeles. Là, la soul de Stax, elle atteint le sommet total de ce que cette musique peut faire en termes culturels, en termes politiques, en termes économiques. Vous avez de nouveau donc les Staples Singers. L'idée, c'est vraiment de porter ce message au sein des ghettos. Là, il leur dit descendez tous, descendez des gradins. Il les fait donc tous descendre. Vous avez 100 000 personnes. Et vous vous rendez compte qu'on est dans un contexte où l'espace public, il est policier. La force politique de ce moment, c'est des images absolument incroyables. Challenge you now to stand together, raise your fists together, and engage in our national Black Litany, do it with courage and determination. Courage, détermination. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis peut-être pauvre, mais je suis quelqu'un. Je n'ai peut-être pas d'éducation, mais je suis quelqu'un. Regardez, c'est ça, c'est Moïse. Avec la tête chaude. Donc Stax continue
fait du cinéma. D'ailleurs, toutes ces images, elles sont issues d'un film, parce qu'en plus d'organiser ce festival, il tourne un film. Donc là, à ce moment-là, c'est la démesure, parce que juste avant ce festival, Stax avait fait un prêt d'1 million de dollars à sa banque qui s'appelle Union Planters, c'est une banque du sud des États-Unis, et ils achètent carrément l'équipe de basket locale, ils se mettent à faire de la comédie, là c'est Richard Pryor, donc comédie noire, voilà. Là je vais faire une petite pause pour juste vous parler d'autre chose pendant 1 seconde, parce qu'à un moment donné, évidemment, le contexte de tout ça, il est beaucoup plus large, et comme évidemment j'ai démarré aussi en utilisant pour cette intervention un titre qui est évoqué par Narcisse Chicano, il faut aussi que je vous donne à voir le contexte de cette communauté-là. Alors le blowout, c'est en 68. On est juste quelques années auparavant. On est même avant, un mois avant l'assassinat de Dr. King. Et c'est la première révolte, on va dire, et manifestation Chicanos. Donc les Chicanos, c'est quoi? C'est les Américains, ils ne sont pas étrangers, ils sont Américains d'origine mexicaine. Et si vous voulez, à cette époque-là, dans les lycées, il y a 3 lycéens sur 4 qui ne finissent même pas le lycée. Parler mexicain, parler espagnol, c'est interdit. C'est-à-dire que de la même manière, si on fume une clope ou qu'on rate les cours, on est puni si on dit un mot en espagnol. Et cette situation-là, elle est absolument, évidemment, catastrophique. Et vous avez un homme, lui, il s'appelle Saul Castro. Il est prof dans un lycée et il va en fait organiser, il va leur apprendre Dr. King, Chavez, et il va organiser d'un point de vue administratif le rassemblement de ses étudiants. Ils vont créer des demandes qui vont être envoyées officiellement aux autorités. Bon, évidemment, rien ne se passe, ils ne sont pas entendus, et à ce moment-là, du coup, 5 lycées des quartiers est de Los Angeles, donc vous avez Watts, on a parlé des quartiers noirs, là vous êtes dans les quartiers est qui sont les quartiers Chicanos. 5 lycées vont marcher. Ils vont marcher dans la rue, et dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire des manifestations, c'est la toute première manifestation contre le racisme qui vient de la communauté Chicanos. Donc c'est toute une génération en fait qui naît également avec une conscience de soi et qui renaît en étant Chicana et Chicanos. Donc évidemment, la manifestation est réprimée par la police de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire qu'ils entrent même dans ces lycées. Et ce que je voulais évoquer aussi, c'est que donc les artistes dont j'ai parlé tout au début, ASCO, vous avez, ils viennent de ce quartier-là, et certains d'entre eux viennent de ces 5 lycées. Donc c'est des gens ensuite qui, alors c'est des jeunes gens, ils prennent des risques d'adultes, et c'est aussi, le contexte politique et anticommuniste, le FBI surveille ces jeunes gens, la police infiltre les lycées, et donc c'est dans ce contexte-là en fait que tous les artistes vont grandir dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que l'absence de reconnaissance d'un point de vue institutionnel dans le monde de l'art, dans l'histoire de l'art, dans les médias, les luttes qui ont été portées par la communauté noire américaine, elle est similaire sur la communauté Chicano. Et il y a également quelque chose qui reste à être écrit, c'est l'histoire des liens entre ces deux communautés. Parce qu'en fait, d'un point de vue de l'histoire de l'art, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de citer Amelia Jones au début de cette intervention, c'est que les choses sont extrêmement cloisonnées et il faut les décloisonner. Parce que à Watts Tower, vous avez donc un centre d'art, et au sein de ce centre d'art, vous avez également des artistes chicanos très importants, et il y a des collaborations, et les choses, en fait, elles sont beaucoup plus fluides que ce qu'on voit dans les livres d'histoire de l'art. Et finalement, les gens écoutent la musique, tout ça, et avoir comme une situation culturelle, politique et économique globale.